Merci et bonjour. Je crois que la question de la place des sciences humaines et sociales, c'est la question de la place des transdisciplinarités, d'un regard multiple, d'un décalage du retard. Il y a deux façons toujours de l'envisager. L'une, c'est de dire qu'il manque quelque chose à la médecine et que cette approche va lui permettre de retrouver ce qui lui manque. Et puis il y en a une autre qui est de penser qu'on gagne toujours à voir les choses à partir de regards multiples. Que quand on a découvert et commencé à utiliser les antibiotiques dans le domaine des sciences du vivant, c'est le fait d'avoir fait travailler ensemble ou réfléchir ensemble des personnes qui s'occupaient de l'évolution du vivant et donc l'évolution des populations bactériennes et ceux qui s'occupaient de traiter des patients individuellement, qui a permis de comprendre les mécanismes de résistance aux antibiotiques et de maladies nosocomiales. Donc on gagne toujours, au fond, à être plusieurs, à voir de plusieurs angles, et je crois que ce qui est vrai pour la transdisciplinarité dans les sciences du vivant ou dans les disciplines médicales, et c'est un problème rémanent, comment concilier les spécialités les plus pointues avec une vision qui serait celle de la médecine interne, comment ne pas perdre la personne d'un simple point de vue médical ou biologique dans la précision de la focale qu'on va utiliser pour lui rendre service, eh bien, est aussi vrai au-delà du domaine de la médecine et de la biologie. Et il est évident, comme le disait Patrick Berch tout à l'heure, que quand il s'agit de ce qu'il y a de plus humain en nous, quand il s'agit non pas simplement de traiter, de corriger un défaut de fonctionnement du corps, mais qu'il s'agit d'essayer de tendre vers la définition de l'OMS, de la santé, qui n'est pas l'absence de maladie, comme vous le savez, mais une sensation de bien-être, eh bien, il est évident que la pure vision biologique, physiologique, phénoménologique ne peut pas y suffire. Et donc, tout ce que la médecine peut apporter, je dirais, de remarquable, d'un point de vue peut-être intermittent, un peu comme des photos, guérir des maladies, prévenir telle maladie, je veux dire, comment faire pour que ça s'intègre au mieux dans quelque chose qui, par définition, est continu et sans cesse en train de se bâtir, qui est la santé, qui est la vie des personnes. Je crois que, ça a été évoqué aussi, je crois que la démarche éthique biomédicale, elle est à la fois au fondement de la médecine, Patrick Berch le disait aussi, la médecine au départ peut être vue comme une démarche fondamentalement éthique, la vocation de ne pas abandonner quelqu'un à sa souffrance. Elle peut être vue comme une démarche profondément humaniste. Elle est paradoxalement associée pendant des millénaires à une impuissance à corriger les problèmes qui causent la souffrance et la mort. Et puis il va y avoir quelque chose de paradoxal, c'est qu'au moment où la révolution scientifique permet enfin à la médecine de faire des choses qui étaient considérées comme impossibles, de permettre à des gens qu'on croyait condamnés de survivre, de réanimer, de traiter des maladies dont on pensait qu'elles étaient incurables, de modifier la représentation qu'on se fait de la conception. À ce moment-là, il y a en même temps, pour toute une série de raisons, l'émergence de la démarche éthique biomédicale moderne, 1947, le procès des médecins nazis à Nuremberg, une nouvelle définition de la santé à l'OMS, 1948. Et donc il y a un mouvement qui vient compléter, qui vient accompagner, qui vient parfois antagoniser le développement d'une médecine qui pour la première fois est efficace. Et je crois que ce paradoxe que la médecine a une dimension d'autant plus humaine qu'elle est impuissante à corriger le fonctionnement du corps et qu'elle a tendance à s'éloigner de cette démarche humaine quand elle devient capable de corriger, est quelque chose qu'un certain nombre d'approches ont révélé. Pour moi, celle qui est la plus symptomatique, c'est ce mouvement qui est né dans les années 1970 en Angleterre et qui est le mouvement des soins palliatifs. Ce mouvement des soins palliatifs, qui a été considéré comme une révolution, était tout simplement la réalisation qu'à partir du moment où la médecine commençait d'être capable d'empêcher la mort, de guérir, de remettre sur pied des personnes, elle se retrouvait totalement démunie quand tout ce qu'il y avait à faire était de soulager la souffrance et d'accompagner des personnes dont on ne pouvait pas changer le devenir. Et donc il y a quelque chose qui, je crois, est intrinsèque au développement de la capacité d'agir, au développement d'un certain pouvoir sur la compréhension et le fonctionnement du corps, et qui est que, je dirais, toute une partie de la dimension humaine devient quelque chose qui peut être vu comme une perturbation. Je crois que le grand progrès, c'est ces deux grandes révolutions qui sont à la fois concomitantes et parfois paradoxales ou parfois antagonistes. C'est encore une fois la médecine fondée sur des preuves. Et donc la médecine qui commence à avoir, comme beaucoup de sciences avant,
un pouvoir de formalisation mathématique, en tout cas dans le domaine statistique, mais ce pouvoir est lié au fait que je peux oublier une partie de la singularité de la personne. C'est-à-dire, si je peux la ranger dans un groupe de personnes évidemment dissemblables sur toute une série de paramètres, si je peux sauver la vie de quelqu'un qui est en coma hypoglycémique ou en arrêt cardiaque, c'est que justement je n'ai pas besoin de connaître la singularité de la personne, en dehors de certains éléments particuliers, pour pouvoir la sauver. C'est dans le fait qu'elle est identique à toute une série de personnes qu'on range dans le même groupe qu'on peut la sauver. Et donc faire réapparaître la singularité de la personne, tout ce qu'elle a d'unique, de particulier, dans cette démarche efficace, peut être considéré initialement comme perturbateur. Le point dans un nuage de points qui dit que tel traitement va être efficace ou que tel effet secondaire va être rare, eh bien, va être perturbé par la singularité de la personne. Elle va être d'autant plus perturbée que, comme je vous le disais, cette révolution fondée sur l'étude des statistiques et des probabilités s'accompagne de l'émergence de ce qu'on a appelé le choix libre et informé, le consentement libre et informé, qui d'une certaine façon dit que l'on ne peut pas faire le bonheur d'une personne quand elle a le temps de réfléchir, quand elle est capable de réfléchir, sans lui demander ce qu'elle pense, ce qu'elle en pense. Et donc on a à la fois une efficacité médicale qui est due et qui est remarquable à l'effacement de toute une partie de la singularité des personnes qui vont être prises en charge, et d'un autre côté, la réapparition de la personne avec ses espoirs, ses rêves, ses craintes, ses attentes, au milieu de cette démarche. Et donc je crois que dans ce qui paraît paradoxal et difficile à réunir, le fait d'élargir le champ et de faire appel à des disciplines, à des approches qui prennent en compte des dimensions non strictement biologiques de la personne, permet, là encore une fois, de réconcilier, de ne pas opposer des démarches qui visent, ne l'oublions pas, c'est par rapport à beaucoup d'activités, la médecine a cette vocation qui vise à soulager la souffrance et à procurer du bien-être. Et donc je crois que s'entourer, encore une fois, de tous les regards est quelque chose de bon. Paradoxalement, ce mouvement est né, introduction des sciences dites humaines et sociales dans les cursus de la médecine, dans les activités médicales, est né dans les pays anglo-saxons, est né aux États-Unis, là où justement la dimension scientifique et biologique de la médecine s'était le plus développée. Et moi j'ai toujours été frappé par certaines expériences, il y en a beaucoup d'autres maintenant, qui ont commencé à l'université Yale aux États-Unis, où d'un seul coup on a commencé à prendre des étudiants en médecine et à les faire visiter des musées et copier des tableaux. Et l'idée c'était au fond de leur apprendre à percevoir devant la personne, devant le patient, des dimensions humaines qui n'étaient pas strictement une grille de lecture biologique. La grande surprise de cette démarche, ça a été que non seulement quand on évaluait, ça rendait, semble-t-il, les étudiants plus humains, plus attentifs à ce que leur disait la personne, mais ça aiguisait aussi leur sens diagnostique. Et donc, d'une certaine façon, plus écouter la personne, plus se mettre à la place de la personne, prendre en compte des éléments qui ne sont pas strictement biologiques et médicaux, eh bien, a aussi un effet sur la manière dont on aborde la personne. Au fond, attacher de l'importance à une personne fait que, même d'un point de vue technique, même d'un point de vue scientifique, on va avoir un regard et une attention plus aiguisés. C'est ce que je trouve intéressant dans ce terme qui a été beaucoup utilisé et parfois beaucoup dévoyé. Les langues sont toujours intéressantes. Vous savez qu'en anglais, soigner se dit care, et que ce qui est intéressant, c'est que to care for somebody en anglais, ça peut vouloir dire soigner la personne, mais dans le langage courant, ça veut dire attacher de l'importance à la personne. Et donc ça veut dire que la langue, pour des raisons qui sont historiques, ne fait pas la différence entre apporter une compétence dans le soulagement de la souffrance et prendre en compte et attacher de l'importance à la personne. Et donc je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est comment réconcilier les deux. Plus la médecine deviendra, et ça sera source de grands succès, une discipline qui s'appuie, qui est étroitement associée à la science, et plus se posera un problème que Martin Buber, le philosophe Martin Buber évoquait il y a 80 ans, donc c'était avant la grande révolution scientifique de la médecine, qui était que la science a d'autant plus d'efficacité quand elle étudie un objet particulier qu'elle le voit de l'extérieur. Et Martin Buber disait, quand il s'agit d'une personne ou d'une dimension humaine, eh bien ça consiste à parler de la personne comme un il, comme un elle, ou comme un ceci ou cela. Et que nous vivons comme des jeux qui disent tu et qui forment un nous.
Et, disait-il, la grande aventure éthique, c'est de réintroduire ce que nous apprenons sur nous-mêmes en tant que il, elle, ou ceci ou cela, au bénéfice d'un jeu qui peut dire tu et qui peut former un nous. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les sciences humaines et sociales, dans une dimension très large, c'est-à-dire toutes les disciplines qui peuvent augmenter la compréhension que nous pouvons avoir de l'humain, ont un rôle essentiel à jouer à côté de la médecine. Un dernier point, je crois qu'à vouloir, il y a un risque en laissant la médecine seule, qui est au fond de lui demander de résoudre des problèmes qu'elle ne peut pas elle seule résoudre, avec un risque, quand elle essaye de le faire, de médicaliser la société. Toute une série de problèmes ont une dimension qu'on peut lire par une grille de lecture biologique, mais qu'on peut lire par toute une autre série de grilles de lecture, sociétales, humaines, anthropologiques, psychologiques. Et donc, à laisser la médecine et la biologie seules à vouloir rendre service à la société, eh bien, on risque soit de médicaliser l'ensemble des questions qui se posent, et on en voit la tentation dans une série de domaines, soit rendre la médecine impuissante à le résoudre, et un peu comme ce que je disais pour les soins palliatifs, la faire se détacher de problèmes qu'elle réalise, ne pas pouvoir à elle seule résoudre. Et donc toute une série de questions sont des questions, encore une fois, qui dépassent le champ biologique. Et donc la médecine peut aider, participer à la solution de ces problèmes. Elle ne peut pas à elle seule le faire. Et je crois que lui donner l'illusion ou se donner l'illusion qu'elle peut à elle seule le faire est une situation qui risque de conduire à l'échec. Donc je pense que c'est quelque chose qui, en effet, il n'y a pas de réponse. Anne-Marie Moulin le disait, l'idée que nous nous faisons du bien-être, de la santé, d'un point de vue individuel dans le rapport médecin-malade, mais d'un point de vue collectif dans la santé publique, est une construction permanente, une reconstruction permanente. Et donc, il est bon, il est sans doute utile et important que dès le cursus des études médicales, ces approches puissent être intégrées. Un dernier mot, les comités d'éthique. Vous savez que la France est le premier pays au monde à avoir créé un comité consultatif national d'éthique. Maintenant, la plupart des pays du monde en ont un. Les comités d'éthique, depuis 1947, ne sont considérés comme légitimes quand ils s'interrogent sur des questions qu'on considère comme fondamentales dans le domaine de la médecine ou des sciences du vivant, quand elles sont appliquées à des personnes. Ils ne sont considérés comme légitimes que s'ils sont transdisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils comportent non seulement des biologistes et des médecins, mais des philosophes, des anthropologues, des sociologues et d'autres, et des juristes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés considèrent que quand un problème est véritablement important, ce n'est qu'en allant au-delà de l'expertise biologique et au-delà de l'expertise médicale, qui est essentielle, que l'on peut penser le résoudre au mieux. Et je crois que ce que des sociétés ont construit en termes de réflexion éthique au niveau médical et au niveau des sciences du vivant, il est bon que la médecine se l'approprie et qu'elle y participe, encore une fois, dès les études médicales. Merci.